La com économique de Pékin ne fonctionne plus. Et seuls les jusqu'au-boutistes de la doxa officielle nient encore la brutalité du ralentissement en Chine. Une brutalité qui peut se lire à travers 3 juges de paix, plus difficiles à truquer que les chiffres officiels du PIB. Il s'agit 1. De la dégringolade de près de 21% de la bourse de Shanghai depuis le 22 décembre. 2. Du plongeon du yuan qui a perdu environ 4% de sa valeur face au dollar depuis novembre. 3. De l'hémorragie des réserves de change, près de 500 milliards de dollars envolés en 2015. La croissance décroche. Mais comment s'en étonner? Cela fait maintenant près de 45 ans que la Chine est sur avance ultra rapide, avec un PIB en hausse de près de 9% par an en moyenne. Et il faut remonter en 1976 pour trouver trace d'un accro. Aucune grande économie n'a jamais fait aussi bien, aussi longtemps. Pas étonnant alors que ça la coince un jour. Mais pourquoi maintenant? Parce que passer d'un modèle de croissance extraverti, basé sur des entreprises industrielles ultra compétitives, spécialisées, sur des biens de consommation standardisés d'entrée ou de milieu de gamme, et sur la force de l'investissement privé et public, à un modèle plus autocentré, qui fait la part belle à la consommation et à la montée en gamme, ne se fait pas en un jour. Il s'agit là de 2 modèles à front renversé qui soulèvent des problèmes redoutables de transition. Sur les salaires, les taux de change, par exemple. La Chine a longtemps profité de la sous-évaluation du yuan et de ses bas salaires pour inonder le monde de ses produits et attirer les capitaux étrangers en quête d'une base de production à bas coût. A l'inverse, la transition vers son nouveau modèle exige un yuan plus fort et des salaires plus élevés pour consommer plus et rémunérer des travailleurs plus compétents et plus exigeants. C'est aussi essentiel pour maintenir la paix sociale et assurer la pérennité du régime. Le hic, c'est que la hausse des coûts salariaux a été très supérieure aux gains de productivité. Conséquence, la Chine s'est en partie disqualifiée par rapport à ses voisins immédiats, vietnamiens, indiens, philippins et même thaïlandais en matière de compétitivité coût, avec un salaire mensuel moyen manufacturier devenu trop élevé. Mais c'est vrai aussi vis-à-vis du Mexique et de nombreux pays africains avec à la clé la délocalisation de sites de production. Résultat, les entreprises sont maintenant confrontées à une crise de leurs débouchés externes sans que la demande intérieure n'ait pris véritablement le relais. Car cette prise de relais est un processus de longue haleine. La consommation reste le maillon faible et le restera tant que les ménages devront surépargner en raison du sous-développement des institutions sociales. Les ménages urbains chinois épargnent 35% de leurs revenus contre 15% pour les Français. Elle le restera d'autant plus que l'unification du territoire en faveur de la Chine intérieure est un processus qui est loin d'être achevé et qu'il exige encore des investissements massifs qui pompent les ressources de la Chine développée. Il y a là un véritable conflit d'objectifs et de temporalité. Les Chinois doivent consommer et investir massivement au moment même où le reste du monde désinvestit les industries côtières, conséquence de plus d'une décennie de surinvestissement. Ce recentrage des chaînes de valeur occidentales aggrave ainsi le caractère insoluble de l'équation chinoise. Dans ce contexte, les entreprises n'ont d'autre choix que de désinvestir, se désendetter, baisser leurs prix. Baisse des prix, hausse des coûts. La rentabilité du capital s'effondre, participant à la débâcle boursière et la fuite des capitaux. Saturation des besoins en logement et en infrastructure, endettement excessif, importance du shadow banking complète la liste déjà longue des difficultés qui prennent les allures d'un cercle vicieux. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que s'ouvre une longue période de croissance faible, voire une récession.